Et si la prochaine guerre froide ne se jouait pas dans les couloirs feutrés de Bruxelles, mais sur le tarmac brûlant d'Entebbe? Imaginez la scène. Tandis que le Sénat américain signe un mandat d'arrêt contre le général ougandais, déjà surnommé par certains le prince héritier d'une crise mondiale, d'imposants avions russes atterrissent, chargés de dizaines de millions de dollars d'armes et d'équipements. Ce décor n'est pas sans rappeler les grandes heures de la guerre froide du XXe siècle, lorsque la moindre étincelle dans un coin du globe pouvait faire vaciller l'équilibre planétaire. Souvenez-vous, en 1962, la crise des missiles de Cuba, un mouvement de troupes, un transfert d'armes, et soudain, le monde entier retenait son souffle. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui revit ce scénario, mais cette fois, ce sont les peuples africains qui en perdent le prix fort. Ce n'est plus une simple affaire africaine. C'est le point de départ d'une confrontation frontale entre Washington et Moscou, au cœur du continent noir. Un seul document signé à Washington suffit à allumer la mèche. Car derrière cette arrestation, il y a plus qu'un homme. C'est l'Occident qui tente de reprendre la main sur un régime devenu incontrôlable, de briser la figure de la nouvelle résistance africaine. Pour mieux comprendre l'enjeu, rappelons-nous le passé. En 1953, l'Iran de Mossadegh avait tenté de nationaliser son pétrole, défiant les intérêts britanniques et américains. En quelques mois, un coup d'État orchestré depuis Londres et Washington renversait le gouvernement, installant une dictature favorable à l'Occident. L'histoire bégait, mais cette fois, le camp opposé s'organise. La réponse ne tarde pas. En l'espace de quelques heures, la Russie déploie un soutien militaire, injectant une force de frappe estimée à plus de 50 millions de dollars, bouleversant l'équilibre politique d'Ouganda. Le pays bascule alors sur la scène mondiale, transformé en théâtre d'opération où se dessine la rivalité entre deux superpuissances. Ce schéma rappelle l'Afghanistan des années 80, lorsque le soutien soviétique aux autorités locales avait entraîné une décennie de guerre, de souffrance et de bouleversements régionaux. Cette fois, la scène se joue à Entebbe, mais les enjeux sont tout aussi globaux. Ce bras de fer secoue bien plus que la région. On évoque la perte de souveraineté, la peur de l'embrasement régional, et même la menace d'un déséquilibre global. Ce qui se joue à Entebbe, c'est l'avenir d'une Afrique capable, ou non, de choisir son propre destin face à des puissances prêtes à tout. Pour beaucoup, ce choix rappelle celui des leaders africains des années 60, tels que Patrice Lumumba au Congo, qui rêvèrent d'une indépendance réelle, mais dont les aspirations furent souvent écrasées par le jeu des grandes puissances. Mais pour percer les véritables enjeux, au-delà des images spectaculaires et de la rhétorique officielle, il faut remonter à la source de cette crise et à l'homme qui l'incarne. Qui est vraiment ce général, propulsé sur le devant de la scène mondiale, et comment son parcours a-t-il façonné le destin de tout un pays? Pour comprendre comment la situation a basculé, il faut revenir sur le parcours du général ougandais et sur les choix qui ont fait d'Entebbe une poudrière mondiale. Qui est vraiment cet homme au cœur de la tempête? Il ne s'agit pas seulement d'un militaire, c'est un héritier, élevé dans l'ombre d'un pouvoir installé depuis près de 40 ans et façonné par les logiques impitoyables d'un régime où la loyauté prime sur toutes les autres valeurs. Un général autrefois tourné en ridicule sur les réseaux sociaux s'est imposé, contre toute attente, comme la clé du nouveau jeu africain. Pendant des années, Muhoozi était vu comme un amuseur public. Ses tweets incendiaires faisaient sourire ou grincer des dents, mais personne ne le prenait au sérieux. Même au sein de l'armée, beaucoup n'y voyaient qu'un héritier capricieux, plus célèbre pour ses provocations en ligne que pour son autorité réelle. Ce phénomène n'est pas unique. Souvenez-vous de la perception initiale de Volodymyr Zelensky, humoriste devenu président, ou de Donald Trump, homme d'affaires et animateur de télévision, que personne ne voyait vraiment accéder au sommet du pouvoir. Parfois, les outsiders deviennent les acteurs majeurs de l'histoire. Tout a changé. Derrière le masque du bouffon, Muhoozi s'est révélé stratège implacable, modelant un régime de plus en plus autoritaire. Sous sa houlette, l'Ouganda a glissé d'une démocratie fragile vers un État militarisé, où la loi du plus fort supplante désormais le dialogue. La répression n'est plus un simple outil, c'est le fondement d'une gouvernance par la peur, qui s'insinue jusque dans les foyers. Ce glissement rappelle la trajectoire de l'Égypte sous Hosni Moubarak,
ou encore celle du Zimbabwe sous Robert Mugabe, où l'armée devient la colonne vertébrale du pouvoir politique. Cette mutation brutale n'a rien d'accidentel. Fils du président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de 40 années, Muhoozi a grandi avec une mission: consolider une dynastie qui ne tolère ni opposition, ni faiblesse. Ce legs familial nourrit aujourd'hui la tentation d'une succession de fer, où tout compromis est perçu comme un danger mortel pour le clan. L'histoire regorge d'exemples similaires. En Syrie, Bachar el-Assad a succédé à son père dans une logique dynastique. En Corée du Nord, la famille Kim règne sans partage depuis 3 générations, chaque succession étant marquée par une répression féroce pour éviter l'effondrement du système. Mais cette fuite en avant n'est pas sans péril. L'Ouganda risque de devenir un paria international, victime de sanctions redoutées. À l'intérieur, la stabilité du régime vacille. La répression engendre des ennemis invisibles, attise la colère d'une jeunesse privée d'avenir. Il suffirait d'une étincelle pour que la rue explose, précipitant le pays dans la révolte ou le chaos. L'histoire récente du Soudan, où la contestation populaire a fini par emporter le régime d'Omar el-Béchir après 30 années de pouvoir, illustre bien ce scénario explosif. Mais dans l'ombre, une nouvelle confrontation se prépare. L'Occident et la Russie convoitent l'Ouganda, chacun avec ses propres ambitions. Cette lutte d'influence va transformer le pays en épicentre d'un affrontement planétaire. Il s'agit d'un schéma classique. En Angola, durant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont soutenu des camps opposés, transformant le pays en champ de bataille par procuration. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Est est à nouveau le théâtre de ces rivalités globales. Ibrahim Traoré n'a pas seulement renversé l'ordre établi à Ouagadougou, il a forgé une stratégie de résistance qui secoue désormais le monde entier. Son audace a changé la donne pour le Burkina Faso, et chaque décision prise à Ouagadougou résonne bien au-delà des frontières nationales. Il a fait ce que tant d'autres n'osaient imaginer. Traoré a exigé le départ des forces occidentales, proclamant avec force la souveraineté du Burkina Faso. Il a repris la main sur les mines, torpillant des accords jugés injustes depuis la colonisation. Ce pari, autrefois vu comme un saut dans le vide, est devenu pour beaucoup le symbole d'une indépendance arrachée de haute lutte. Ce récit n'est plus confiné au Burkina Faso. Partout en Afrique, des dirigeants longtemps tétanisés par la peur des sanctions ou de l'isolement observent. Ils découvrent que dire non à l'Occident n'équivaut pas forcément à la ruine. Cela peut ouvrir la porte à de nouveaux alliés. La Russie, à l'affût, ne demande qu'à remplir le vide laissé par l'Occident. On l'a vu au Mali, où le retrait de l'armée française a aussitôt été compensé par l'arrivée de mercenaires russes du groupe Wagner, promettant sécurité et assistance militaire en échange de contrats miniers et d'influence politique. Le Kremlin s'est greffé avec agilité à cette dynamique. Moscou martèle le discours d'une hypocrisie occidentale. Démocratie à géométrie variable, ingérence sous couvert d'humanisme et accords économiques déséquilibrés. En échange d'un soutien militaire et financier, la Russie propose de redéfinir les alliances, d'offrir une aide ajustée et de prêter sa voix à ceux que l'ordre mondial marginalise. Mais derrière cette promesse de souveraineté, un piège se referme. La concentration du pouvoir, justifiée par la lutte contre l'influence étrangère, mène souvent à un autoritarisme dur. Au nom de l'unité, les voix discordantes sont étouffées. La souveraineté devient parfois le prétexte à la répression, et la jeunesse qui rêvait de liberté découvre une nouvelle cage. La tentation de suivre le modèle Traoré gagne du terrain. Pourtant, cette vague de défiance envers l'Occident est à double tranchant. Elle redessine les rapports de force, mais elle peut aussi ancrer le continent dans l'ombre d'autres puissances et renforcer le contrôle sur les sociétés. La question demeure entière. Qui, au final, récolte les fruits de cette révolution, et à quel coût? Dans la Guinée de Mamadi Doumbouya, un nouveau pouvoir militaire a aussi invoqué la souveraineté tout en restreignant progressivement les libertés. Le risque est grand de voir se substituer une domination à une autre, sans que la vie quotidienne du peuple ne s'améliore vraiment. Dans ce tumulte, l'Ouganda devient le point de bascule. Là-bas, la confrontation entre grandes puissances prend une tournure encore plus explosive.
Un bouclier forgé à Moscou peut-il vraiment protéger une dynastie menacée sans étouffer toute une nation? Cette interrogation obsède désormais l'Ouganda et résonne bien au-delà, sur l'ensemble du continent africain. Pour illustrer ce dilemme, souvenons-nous de l'Éthiopie de Mengistu, soutenue pendant des années par l'Union soviétique, mais dont la population a fini par se révolter contre la dictature, malgré la protection du grand frère. L'afflux spectaculaire d'armes russes a bouleversé les priorités du régime. Désormais, accélérer le partenariat nucléaire est érigé en credo absolu. Moscou ne promet pas seulement des réacteurs, mais l'inclusion de l'Ouganda dans une défense collective. Un parapluie stratégique, oui, mais à quel coût politique et social? Les exemples historiques abondent. Cuba, protégé des décennies durant par l'URSS, a longtemps survécu isolé, mais au prix d'une économie exsangue et d'une société sous contrôle permanent. Au sommet, les élites savourent les contrats signés en cyrillique. Pendant ce temps, la société ougandaise encaisse le contre-coup d'une mutation économique implacable. Les capitaux russes affluent, redéfinissant les priorités. Infrastructures militaires, concessions minières, chantiers titanesques. Cependant, l'abondance n'est qu'un mirage. L'inflation flambe, les sanctions occidentales s'abattent, et la colère monte même dans les bastions les plus fidèles au pouvoir. Cette situation fait écho au Venezuela, où l'alliance avec la Russie et la Chine n'a pas suffi à éviter l'effondrement économique et social, malgré les investissements massifs. La fracture ne se limite plus à la géopolitique. Elle fissure familles, quartiers, générations. Les jeunes, hyper connectés et en quête d'ailleurs, voient leurs rêves d'Europe ou d'Amérique s'évaporer, piégés par les listes noires et les passeports confisqués. Les anciens invoquent la stabilité, mais la jeunesse exige des comptes. Que vaut la souveraineté si le quotidien devient invivable? Ce malaise n'est pas propre à l'Ouganda. En Algérie, en 2019, c'est la jeunesse, frustrée par le manque d'opportunités, qui a lancé le mouvement Irak, balayant un président vieillissant, mais laissant la question du changement réel en suspens. Le dilemme du régime est total. Pactiser avec l'Occident, au risque de passer pour faible, ou s'aligner irréversiblement avec Moscou. Chaque trajectoire est piégée. D'un côté, risquer la défiance des nouveaux partenaires de l'Est. De l'autre, craindre l'isolement, l'appauvrissement, la répression accrue de toute dissidence. Dans la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, tenter de jouer sur plusieurs tableaux s'est soldé par une crise majeure, une guerre civile et finalement une intervention militaire étrangère. La véritable menace n'est plus l'arrestation d'un général, mais la perte d'autonomie réelle pour le pays entier. Le spectre d'une dépendance envers de nouveaux maîtres, simplement repeint aux couleurs russes, hante une société civile de plus en plus inquiète. Pour beaucoup, choisir entre Washington et Moscou, c'est rester captif d'un jeu qui n'a jamais été pensé pour eux. Cette impression d'être les pions d'un échiquier global traverse tout le continent, du Soudan au Mozambique. Intellectuels, étudiants, citoyens ordinaires, tous se retrouvent de face à une bifurcation historique. Entre le rêve d'une souveraineté authentique et la dureté d'un champ de bataille géopolitique, l'avenir se joue, jour après jour, dans la rue, les universités, jusque dans les foyers. Comment sortir de l'impasse? Devant ce choix impossible, quel échappatoire pour ceux qui refusent la fatalité? Peut-être que le prochain chapitre sera écrit par celles et ceux qui, loin des projecteurs, continuent à croire en la force de la société civile. À Dakar, à Tunis, à Nairobi, des mouvements citoyens ont prouvé qu'il est possible de faire entendre la voix populaire, de renverser des dictatures, de réclamer des comptes aux puissants, par la mobilisation et la solidarité. Mais la contestation peut-elle vraiment s'organiser face à la machine du pouvoir? Les premiers signes d'une résistance souterraine commencent à émerger. En Ouganda, des collectifs d'étudiants, de journalistes, d'artistes s'organisent en ligne et dans la clandestinité. Ils s'inspirent des printemps arabes, où la technologie et la créativité ont permis de contourner la censure et de mobiliser des milliers de personnes. Des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, des radios communautaires, des œuvres culturelles engagées, autant de moyens pour garder vivante l'espoir d'un changement. La souveraineté véritable ne se négocie ni à Washington ni à Moscou.
Elle s'enracine dans la dignité du quotidien, loin des drapeaux agités dans les discours officiels. C'est la somme des espoirs, des luttes et des choix de millions de citoyens africains, répétés chaque jour sans relâche. Pour illustrer ce principe, pensons à l'Inde de Gandhi, où la souveraineté a été conquise non par les armes, mais par la mobilisation populaire, la désobéissance civile et l'affirmation de la dignité humaine. Pourtant, une fissure apparaît. La souveraineté, brandie par les élites, peut vite devenir un masque commode. Lorsqu'elle sert à justifier de nouvelles répressions, elle se renverse contre ceux qu'elle devait protéger. À Kampala comme ailleurs, combien de fois la fierté nationale a-t-elle été instrumentalisée pour faire taire la rue, enfermer les opposants ou renforcer le pouvoir d'un seul homme? Ce danger est universel. La Chine de Xi Jinping, la Russie de Vladimir Poutine ou la Turquie d'Erdogan ont toutes joué de la rhétorique nationaliste pour étouffer la dissidence. Le danger est clair. La souveraineté proclamée d'en haut n'a de sens que si elle s'incarne dans la vie des peuples. Ce qui s'est joué sur le tarmac d'Entebbe, entre l'arrogance occidentale et l'offensive russe, sonne comme un rappel. La seule souveraineté durable est populaire. Elle naît de la voix et de l'action du peuple, non des accords secrets ou des alliances imposées par d'autres continents. C'est la leçon du mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud. Seule la mobilisation de la majorité noire a permis de renverser un système injuste, malgré les pressions et les calculs des grandes puissances. Tant que la population ne s'empare pas de son propre récit, elle reste condamnée à regarder son histoire s'écrire par d'autres mains. L'expérience enseigne que lorsque les puissants monopolisent le scénario, la liberté collective finit toujours par être effacée ou mise entre parenthèses. Pour éviter ce piège, il est crucial de multiplier les espaces d'expression, de renforcer les médias indépendants, d'encourager l'éducation critique. Mais une autre menace pèse, la dépendance économique. Qu'elle vienne de l'Occident ou de la Russie, elle enferme les sociétés africaines dans un esclavage moderne. Les chaînes d'hier portent aujourd'hui le nom de sanctions, de dettes et d'aides conditionnées. Croire qu'il suffit de changer de partenaire pour être libre, c'est oublier que la servitude sait prendre 1000 visages. La crise de la dette des années 80, imposée par le FMI et la Banque mondiale, a montré que l'indépendance politique ne suffit pas si l'économie reste aux mains d'intérêts extérieurs. Face à cette impasse, il faut oser imaginer une troisième voie, authentiquement africaine. Une voie qui ne copie ni les modèles de Washington, ni les stratégies du Kremlin, mais qui s'appuie sur l'ingéniosité locale, l'autonomie économique, la capacité de chaque nation à décider pour elle-même. Ce pari exige de repenser l'école, la terre, l'industrie, de rebâtir la confiance en l'État et de placer les besoins du peuple au cœur de chaque choix. Cela passe par des politiques innovantes. Encourager l'agriculture locale, développer les énergies renouvelables, investir dans la santé, soutenir les PME africaines et forger des accords régionaux équitables. Si l'Afrique veut redevenir maîtresse de son histoire, elle doit sortir du piège des dépendances croisées et résister aux illusions offertes par les superpuissances. La crise ougandaise n'est pas qu'un duel entre empires, c'est un test pour toute une génération. La vraie victoire ne se verra pas dans la signature d'un accord ou la parade d'un convoi militaire, mais dans la capacité des Africains à transformer la colère, l'humiliation et les chantages en une force créatrice tournée vers l'avenir. À titre d'exemple, le Rwanda, après le génocide, a choisi de miser sur l'éducation, la santé et l'innovation, essayant de bâtir une souveraineté réelle fondée sur la résilience et la cohésion sociale. Mais comment l'Afrique peut-elle rompre ce cercle vicieux, alors que chaque choix semble dicté par des intérêts extérieurs? Le prochain chapitre s'ouvre sur les stratégies, les risques et les espoirs d'une souveraineté enfin conquise. Pour cela, il faut oser expérimenter, tirer des leçons des échecs passés et s'appuyer sur les talents de la jeunesse africaine, qui invente déjà des solutions dans le domaine de la tech, de l'agriculture, de la culture. Où se dessinera la prochaine carte de l'Afrique? À Moscou, à Washington, ou bien dans la mémoire, la colère et les rêves des peuples? Cette interrogation n'est pas théorique. Elle se traduit chaque jour dans les choix de consommation, les alliances universitaires, les programmes scolaires. À chaque citoyen d'y prendre part.
Au centre de la crise ougandaise, l'enjeu dépasse le duel des superpuissances. Pour la première fois depuis des décennies, un continent entier sent que son histoire pourrait enfin lui appartenir. La jeunesse, les femmes, les entrepreneurs, les artistes, chacun peut jouer un rôle dans la redéfinition du destin africain. Laisser d'autres tenir la plume, c'est accepter d'être relégué à la marge. Mais se lever, ensemble, pour écrire son propre récit, c'est ouvrir la porte à un avenir où chaque voix compte, même contre les chars venus du Nord ou les décrets de l'Ouest. Cela implique de soutenir les médias locaux, de participer au débat public, de rejoindre les associations citoyennes et surtout, de ne jamais céder face à la peur ou à l'indifférence. La souveraineté n'est plus un slogan. C'est une nécessité vitale. Pour la jeunesse ougandaise et pour chaque citoyen du continent, le choix est tranchant. Suivre docilement les routes imposées ou bien créer la sienne, quitte à affronter la tempête des sanctions, du chantage économique et de la répression. Ce choix, chaque génération doit l'assumer. En Afrique du Sud, en 1976, ce sont les lycéens de Soweto qui ont défié l'apartheid. Hier comme aujourd'hui, la flamme de la liberté ne s'éteint jamais complètement. Car derrière les masques des intérêts étrangers, ce sont vos droits, votre dignité et vos sécurités qui se jouent. Ce sont vos lendemains qui se négocient, non dans les palais dorés, mais dans les rues, les villages, sur chaque écran où naissent l'indignation et l'espoir. Chaque geste compte. Voter, s'informer, dialoguer, refuser la corruption, soutenir les plus vulnérables, sont autant de moyens de bâtir une souveraineté réelle. La doctrine Traoré l'a montré. Il est possible de défier les géants, d'imposer son propre rythme, de bâtir de nouvelles alliances sans courber l'échine. Mais cette conquête reste précaire, menacée à chaque instant par les griffes de l'ancien ordre qui refuse d'abdiquer. Pour la consolider, il faut investir dans l'éducation, la justice indépendante, la protection de l'environnement, l'égalité des genres, car une société forte est une société où chaque citoyen se sent responsable du bien commun. Jamais l'Afrique n'a eu autant à perdre, ni autant à gagner. Le piège serait de croire que la victoire dépend de Moscou ou de Washington. La réalité, c'est que la première bataille se mène dans les consciences, dans la capacité à rejeter la peur et à choisir ensemble la voie de la dignité. Cela suppose un travail de longue haleine, former les jeunes à la pensée critique, promouvoir la tolérance, renforcer le tissu associatif et apprendre à dialoguer dans la diversité. À vous qui regardez, à vous qui partagez ces histoires, chaque mot, chaque partage, chaque débat est une pierre dans le mur de la souveraineté retrouvée. L'histoire ne s'écrit pas toute seule, elle attend vos gestes, vos rêves, votre courage. Si chacun s'implique, même modestement, alors la souveraineté ne sera plus une abstraction, mais une réalité vécue. La nouvelle guerre froide a peut-être commencé sur les pistes d'Entebbe, mais son issue dépend du feu qui brûle dans chaque cœur africain. N'abandonnez pas le terrain du récit. Marchez, levez-vous, pour une Afrique debout, lucide et solidaire. Car au bout du compte, la vraie victoire ne sera pas celle d'un camp contre l'autre, mais celle d'un peuple qui refuse de courber l'échine et choisit de bâtir, pas à pas, son propre destin.